Bonjour à tous, alors déjà bonne année 2025, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment avec beaucoup de joie et d'excitation que je vais vous présenter aujourd'hui les deux rééditions que j'ai faites de René Le Forestier. Je ne sais pas si les plus anciens se souviennent. Je vous avais fait des audiobooks, alors ici c'était sur ma nouvelle chaîne depuis que l'autre a été supprimé, donc j'avais agrégé mes deux lectures en une seule en 2022 et initialement je vous avais lu Les Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande en 2018, donc déjà je vous conseille cet audio. Ça faisait 2 ans que j'étais sur la transcription des Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande, donc d'après l'édition de 1914, c'était un mémoire qu'il avait fait de 729 pages, Le Forestier. Et par ailleurs, l'ouvrage aussi La franc-maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle et l'ordre des Élus-Cohen. Extrêmement intéressant, intriguant. Les Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande, j'avais lu la première fois il y a une quinzaine d'années et j'étais stupéfait, alors déjà par le sérieux de ses recherches. René Le Forestier, il est pas extrêmement connu, c'est un auteur mais aussi un historien spécialisé sur l'Allemagne, la franc-maçonnerie et les Illuminés de Bavière bien sûr. Et on peut pas vraiment le traiter de complotiste, conspirationniste. Déjà, c'était un terme qui n'existait pas à l'époque. On disait surtout les conspirateurs ou les comploteurs pour les gens qui faisaient les complots. On ne désignait pas ceux qui les dénonçaient. Bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, c'est un historien sérieux, solide, et vous allez voir qu'il y a plein de preuves qui existent et d'arguments, mais là, vous pourrez dire solidement à ceux qui ne vous croient pas, ceux qui ricanent quand vous dites que les Illuminati existent toujours, vous pourrez leur montrer ces deux passages. Ce premier passage que j'avais relevé. Les Illuminés recrutent maintenant par correspondance et en communiquant les cahiers contre un revers. Donc, communiquant leur monographie. Donc ça, c'était après la dissolution officielle en 1785. Ils ont dissous les basses classes, mais maintenu les classes supérieures composées de membres éprouvés. Ils ont seulement supprimé les cérémonies, et l'on sait, par des gens qui se sont fait recevoir depuis peu dans l'ordre pour en découvrir les secrets, que les Illuminés ont reçu de leurs supérieurs l'autorisation de jurer en cas de besoin que l'ordre a cessé d'exister. Intéressant, hein? Vous voyez le côté machiavélique de la chose? C'est pour ça que les gens ont du mal à le croire. Et donc, après, pour les autres traces, les autres preuves, je vous ai dit maintes et maintes fois, après on peut remonter jusqu'en 1900, vers 1900-1905, il y a eu une réactivation aussi de l'ordre des Illuminés, Illuminatenbund, peu après l'ordre Templi Orientis, et on peut remonter aussi jusqu'à aujourd'hui. Je vais pas vous montrer toutes les preuves aujourd'hui, normalement vous les connaissez, mais là, Le Forestier, on peut pas le remettre en question. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, on va vous montrer toutes les sources auxquelles il a fait appel pour initialement écrire ses ouvrages. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est que je vais vous les sortir en PDF et en version papier, les ouvrages. Donc version PDF, c'est ultra pratique, je vous montre. Donc là, je rentre la requête exister. Et je sais que c'est le numéro 10, où il dit un passage, il dit quelque chose de très intéressant. Ici, voilà, alors. Les paquets de la volumineuse correspondance de Weishaupt avec les principaux aéropagites de 1780 à 1783, les paquets contenaient des pièces comptables prouvant que l'ordre avait continué à exister après le premier édit d'interdiction. Donc voilà, un deuxième passage qui prouve qu'ils ont continué à exister après 1785, et je vous rappelle que Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, est mort très longtemps après, il est mort en 1830. Et il était protégé, notamment, si je ne me trompe pas, par le duc Ernst de Saxe-Gotha. Donc il a dû encore pouvoir peut-être influencer certaines personnalités puissantes, voire la franc-maçonnerie allemande aussi. C'est évident quand on connaît bien le sujet. Donc ces vidéos me font bien rigoler quand vous avez des anticomplotistes ou des zététiciens là, qui font des vidéos où ils se moquent, vous savez. Oui, alors, soi-disant que l'ordre aurait continué à exister après 1785, rien n'est plus faux, machin. Et l'énergie qu'ils mettent à vouloir nous convaincre, on a juste à leur présenter
ces documents. Mais je sais pas si vous avez remarqué, ils ont un nouveau modus operandi depuis quelques années. C'est-à-dire qu'ils ont dû être briefés. C'est des pseudo-journalistes un peu superficiels. Ils vont pas dans les choses en profondeur. Donc, ils essaient de convaincre le grand public. Et ils ont dû être briefés pour nous expliquer que le complotisme, ça remonte... En fait, il n'y a pas de limite. Il peut y avoir des complotistes au 19e, au 18e, au 17e siècle. Donc, ça leur permet de balayer toutes les anciennes sources qu'on a, parce qu'ils savent bien que nous, on peut les présenter. Toutes les anciennes sources, les balayer d'un revers de main en disant c'était déjà des complotistes. C'est-à-dire que l'abbé Baruel, c'était un complotiste, puisque, en plus, il était membre du clergé. Bientôt, on dira quoi? Que le forestier, c'était un complotiste, que... Enfin, tous ceux qui auraient des sources d'origine pour prouver les origines d'une des conspirations, il n'y a pas eu que celle-là, et il n'y a pas que celle-là dans le monde, ils sont prêts à tout. Et ça, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ça a démarré avec une dame qui avait commencé à écrire une thèse qui présentait justement tous ces anciens auteurs ou historiens comme des préfigurateurs des complotistes actuels. Donc vraiment, c'est à partir de là qu'ils ont commencé... Parce qu'ils fonctionnent vraiment en circuit fermé, les anticomplotistes, enfin vous le savez. Ils se donnent des sortes de feux verts comme ça pour essayer de légitimer leur démarche. Bref, donc avec ce genre d'ouvrage extrêmement solide, vous pourrez aisément débunker les débunkers entre guillemets. Vous pouvez trouver les ouvrages dans les liens que j'ai mis en description et dans les commentaires. Donc vous pouvez le recevoir en format papier chez vous ou en PDF si vous êtes impatient. Donc dans un premier temps, les deux ouvrages les plus connus de Le Forestier. Et par la suite, je vais en publier d'autres qui sont peut-être plus rares encore, moins connus. Allez, on commence par celui-ci. Je pense pas que je ferai franc-maçonnerie occultiste dans cette vidéo. On fera une autre vidéo. Les Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande. René Le Forestier. Je vous passe ma préface que vous aurez le loisir de lire peut-être. En fait, je vous ai fait une préface en direct, donc voilà. Avertissement. L'objet principal de cette étude est l'histoire de l'ordre des Illuminés de Bavière. Les documents, imprimés ou manuscrits, sont abondants et d'une authenticité certaine. Ils donnent des renseignements sûrs et précis sur les doctrines et les destinées de l'association et permettent de mettre en lumière les points essentiels. Il en va tout autrement pour la franc-maçonnerie allemande à laquelle est consacré le deuxième livre. Ce vaste champ est à peine défriché et les documents originaux sont ou extrêmement rares ou inabordables. Les 3 chapitres qu'on ira plus loin sont une compilation d'ouvrages de seconde main et l'auteur décline toute responsabilité pour les erreurs qu'il aura pu commettre à leur suite. Une liste complète des ouvrages consultés serait sans intérêt, beaucoup d'entre eux étant dépourvus de valeur ou d'originalité. Elle ferait en outre double emploi avec les références données en bas de page. Ah oui, alors il y avait ça aussi que je voulais vous dire. J'ai réussi à condenser l'ouvrage en 500 et quelques pages. C'est marqué là, 544. Mais très franchement, pour une lecture plus fluide et pour un volume d'ouvrage condensé, je vous ai enlevé les notes de bas de page parce que le texte principal est suffisamment complet. Voilà, je continue. On se contentera donc d'indiquer ici les sources ayant une importance documentaire, avec la rubrique sous laquelle sont citées au cours de l'ouvrage celles qui ont été le plus fréquemment mises à contribution. Donc, ordre des Illuminés. Les documents manuscrits se trouvent dans 3 dépôts principaux. 1. Les archives secrètes de la Maison royale de Bavière conservent toutes les pièces de la procédure instituée à partir de 1786 contre les Illuminés, papiers confisqués au cours des perquisitions, procès-verbaux des interrogatoires auxquels furent soumis les accusés et les témoins, mémoire justificative des prévenus, liste des suspects dressés par la police. Une classification sommaire de cette masse de documents a été faite par les commissaires enquêteurs, mais beaucoup de pièces n'ont pas été cotées. Le dossier n'avait été consulté jusqu'à présent et fort superficiellement que par messieurs Wolfram et Engel, dont les ouvrages sont mentionnés plus loin. 2. La bibliothèque de l'université de Munich possède les papiers enlevés aux archives de la loge Augusta aux 3 couronnes de Freisingen ou saisis chez le conseiller Hoheneicher de cette ville. Tous ces documents sont soigneusement classés et cotés. 3. Les archives de la loge Ernest au compas de Gotha détiennent les documents autrefois possédés par Bode, qui joua un rôle important dans l'ordre des Illuminés, et par l'écrivain Becker. L'histoire des papiers de Bode est assez curieuse. Achetés à sa veuve par le duc Ernest II de Saxe-Gotha, ils furent après la mort du duc et conformément à ses dernières volontés,
mis en dépôt aux archives de la Grande Loge de Stockholm, qu'il est renvoyé il y a quelques années à la loge Ernesto Compa. Une commission nommée par le duc actuel a tenté de trier et de classer ces papiers, mais elle a bientôt renoncé à poursuivre une entreprise dont le profil lui paraissait très aléatoire. Alors j'en profite puisqu'on parlait de Bod, qui était un autre initié de l'ordre, pour vous dire que je suis aussi depuis plusieurs mois sur la transcription des écrits de Adolf Freier-Knigge, le baron von Knigge, qui a eu aussi son importance dans l'ordre des Illuminés de Bavière. Alors, c'est des écrits en allemand, il y a notamment Freimaurer und Illuminatenschriften, c'est-à-dire l'ordre des francs-maçons et l'ordre des Illuminés. Et vous voyez ce que je fais déjà, j'ai transcrit ça de l'allemand en alphabet gothique, déjà, donc ça déjà, c'est bien compliqué, et ensuite je vous traduirai ça. Donc je suis dessus, j'ai fait combien de pages pour l'instant 93. Je suis dessus, je vais essayer de vous sortir ça incessamment pour ceux que ça intéresse. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc, les documents imprimés. On a Einige Originalschriften des Illuminatenordens, 1787, Nachtrag von weiteren Originalschriften, etc., 1787, Der Eichte Illuminat oder die wahren unverbesserten Rituale der Illuminaten, 1788, Die Neues Arbeiten des Spartacus und Philo in dem Illuminatenorden, 1794, etc. Donc, je vous laisserai consulter les sources. Ah ben tenez, ici on a Knigge, dont le pseudonyme dans l'ordre était Philo. Donc on avait souvent des conversations entre Philo et Spartacus, Spartacus étant Adam Weishaupt. Voilà donc toutes les sources ici. Livre 1er, l'ordre des Illuminés. Chapitre 1er, le fondateur et la fondation de l'ordre. La jeunesse de Weishaupt, l'enseignement religieux des jésuites bavarois et la bibliothèque d'Ickstatt, l'université d'Ingolstadt en 1772, démêlés de Weishaupt avec ses collègues, brouille de Weishaupt et d'Ickstatt, isolement de Weishaupt, plan de défense et de conquête, souvenirs de l'Antiquité, enthousiasme passager inspiré par la franc-maçonnerie, essai sur le mérite de Abt, la loge alchimiste de Burghausen, fondation de l'ordre des perfectibilistes ou illuminés. Lorsque le 6 février 1748, le bruit se répandit dans la petite ville universitaire d'Ingolstadt en Bavière que monsieur le professeur Weishaupt était père d'un garçon, ses collègues purent prédire au nouveau-né les plus brillantes destinées académiques, s'il montrait plus tard quelque goût pour l'étude. Le professeur Weishaupt était en effet le protégé du puissant curateur de l'université, le baron d'Ickstatt, conseiller intime en exercice, administrateur du tribunal provincial libre d'Hirschberg, vice-président du conseil privé de l'électeur de Bavière. Westphalien de naissance, Jean-Georges Weishaupt avait été étudiant, puis répétiteur de droit à l'université de Würzburg, où Ickstatt l'avait eu pour élève. Il avait épousé par la suite une nièce de Madame Ickstatt, et son oncle par alliance l'avait fait venir à Ingolstadt, et nommé par décret du 14 octobre 1746, à l'âge de 29 ans, titulaire de la chaire d'institution impériale et de droit criminel. C'était d'ailleurs un fort médiocre professeur, mais on savait que le curateur s'entendait à pousser les membres de sa famille, et nul ne doutait qu'il ne reportât sur le fils une bonne partie de l'affection qu'il témoignait au père. Elle se manifesta bientôt d'une façon éclatante. Le baron d'Ickstatt daigna tenir lui-même sur les fonds baptismaux le jeune Jean-Adam Weishaupt. Les devoirs que cette paternité mystique imposait à Ickstatt cessèrent assez vite d'être platoniques, Georges Weishaupt étant mort en septembre 1753 à Heiligenthal, près de Würzburg, où il était allé passer les vacances avec sa famille. Ickstatt s'occupa de son filleul et lui fit obtenir 3 ans plus tard une bourse au collège des jésuites d'Ingolstadt. Adam Weishaupt se distingua par son implication et sa mémoire complaisante exécuta avec succès les tours de force aussi extraordinaires qu'inutiles où triomphait l'enseignement mécanique des pères bavarois. Sorti du collège à 15 ans, il entra immédiatement à l'université et se fit inscrire à la faculté de droit. Il s'y montra étudiant laborieux et assidu, mais l'étude des pandectes n'absorba pas tout son temps et il fit de longues séances dans la bibliothèque d'Ickstatt. Les livres qu'elle renfermait et qu'il lut avec avidité avaient pour le jeune étudiant l'attrait du fruit défendu et firent sur son esprit une profonde impression. Comme beaucoup d'Allemands des hautes classes de cette époque, Ickstatt collectionnait les ouvrages français où s'étalait l'incrédulité combative du parti philosophique
et que la censure consignait à la porte de la bibliothèque universitaire. Pour résister à de telles lectures, il lui fallut à cet enfant de 15 ans une solide foi chrétienne, dont l'enseignement religieux donné par les jésuites d'Ingolstadt ne l'avait pas armé. Certes, Weishaupt n'avait naturellement aucune tendance au mysticisme spiritualiste, mais ses anciens maîtres n'avaient non plus rien fait pour l'amener à sentir la beauté de l'idéal chrétien, et leur système pédagogique, si défectueux en général, l'était particulièrement dans cette branche de leur enseignement, pourtant la plus importante à leurs yeux. Ici où il aurait fallu s'adresser surtout à l'imagination et au cœur, il faisait appel uniquement à la mémoire et ne visait à obtenir par un dressage méthodique qu'une dévotion machinale, sans force et sans vie. Nous étions astreints, il est vrai, racontait plus tard Weishaupt, à de fréquentes confessions. Nous devions assister régulièrement au culte divin et faire nos dévotions aux saints particulièrement vénérés par la compagnie. Mais à cela, donc la compagnie de Jésus, mais à cela serait divisé l'enseignement religieux. Les jésuites voulaient par l'éclat extérieur, par l'habitude, par le dressage du corps et de l'esprit, et non par des arguments, se rendre si complètement maîtres des jeunes cerveaux qu'ils n'eussent plus besoin dans la suite, au moment où ils seraient arrivés à la maturité, de raisons plus solides. Notre seul enseignement, religieux, consistait à réciter machinalement par cœur tous les vendredis un passage de notre Canisius. Quand les prix étaient distribués à la fin de l'année, on en donnait un à celui qui avait, lors de l'examen, fournit les preuves les plus évidentes de son instruction chrétienne. Et voici en quoi consistaient ces preuves. Nous devions attendre en rang, le plus souvent dans l'ordre alphabétique, à la porte de la pièce où siégeaient les 3 juges chargés d'examiner la profondeur et la solidité de notre foi. À un signal donné, le premier de la file entrait et il devait non pas répondre à une question sur la foi, mais résoudre une énigme tirée de Canisius. Il nous fallait par exemple réciter sans hésitation le Pater Noster, en commençant par la fin, ou dire combien de fois se trouvait et ou dans le premier chapitre. Ou bien l'on nous disait 2 ou 3 mots et nous devions continuer immédiatement, et cela autant de fois que ces mots reparaissaient dans le chapitre. Quand nous avions répondu l'un après l'autre aux questions posées par ce tribunal religieux, le préfet paraissait à la porte et lisait les noms de ceux qui avaient résolu leur énigme. Ceux-ci restaient alors sur les rangs et recommençaient leur concours de religion jusqu'à ce qu'il n'y eût plus qu'un seul vainqueur qui remporta la couronne. Les chrétiens ainsi formés étaient bien mal préparés pour résister à la dialectique passionnée ou railleuse des philosophes irréligieux. Elle troubla profondément Weishaupt. Inquiet et découragé, il exposa ses doutes à ceux dont il attendait des éclaircissements satisfaisants, mais les réponses de ses directeurs de conscience lui parurent si plates, si creuses, si peu concordantes, qu'elles augmentèrent la répugnance qui lui inspirait maintenant ce qu'on lui avait présenté au collège comme des vérités. Il tomba dans un scepticisme radical. L'histoire juive lui paraissait la plus insupportable des rhapsodies, et le mot même de Bible lui semblait ridicule. Les Écritures lui inspiraient une aversion comparable à celle qu'il conserva toute sa vie pour les œuvres de Cicéron, qui lui rappelaient trop vivement les heures de classe où il avait pâli sur les tirades de l'orateur romain. Son irréligiosité, toute fraîche, rêvait de faire des prosélytes, et il se disait que, nouvellement affranchi de croyances traditionnelles, il avait le devoir de tirer les autres de l'erreur où ils étaient encore plongés. Tout en caressant ce noble projet, il étudiait avec zèle le droit, l'économie politique, l'histoire, la philosophie, et dévorait tous les livres qui lui tombaient sous la main. Il était stimulé par le besoin de gagner sa vie, autant que par la soif de science. Sa mère et lui n'avaient pour vivre que 300 florins de revenus personnels, et quand la bourse qui lui avait été accordée à l'université lui fut retirée à la fin de 1766, pour une raison restée inconnue, il fut obligé de solliciter un secours, n'ayant pas de quoi s'acheter les livres nécessaires à ses études. Enfin, le 9 août 1768, il reçut un diplôme de Doctor Utriusque Iuris, conçu en termes fort élogieux. Nommé bientôt après Repetitor Publicus, il entrait en 1772 dans le corps universitaire avec le titre d'assistant de la chaire de jurisprudence. Filleul et protégé d'Ickstadt, auquel il devait son rapide avancement, Weishaupt savait qu'il serait mal accueilli par ceux de ses nouveaux collègues qui n'avaient pas oublié la lutte autrefois soutenue contre son patron. En 1746, les lecteurs constatant que l'université d'Ingolstadt, célèbre à l'époque de la Contre-Réforme et réputée alors comme foyer de la science théologique dans l'Allemagne catholique, était tombée dans une profonde décadence et que l'enseignement du droit et de la médecine y était particulièrement négligé, avaient entrepris de la réformer.
Eichstätt lui avait paru désigné pour moderniser cette institution endormie dans une tradition 2 fois séculaire. Fils d'un forgeron, étudiant à Mayence, soldat à 18 ans dans l'armée française, puis dans l'armée autrichienne, Eichstätt, redevenu étudiant, avait visité la Hollande, Londres, l'Irlande et l'Écosse. Il avait été à Marbourg le disciple enthousiaste de Christian Wolff et avait reçu à Mayence le grade de docteur en droit. Professeur de droit public allemand et de droit des gens à l'université de Würzburg, il s'était vu appelé en 1741 à Munich par l'électeur Charles Albert comme précepteur de son fils aîné, le prince Max Joseph. Dans poste de confiance, il avait su combattre victorieusement l'influence du confesseur du prince, le jésuite Stadler, et ouvrir l'esprit de son élève aux idées humanitaires. Max Joseph, devenu électeur, l'avait fait baron d'Empire en même temps que Christian Wolff et l'avait pris pour conseiller. Eichstätt, nommé curateur de l'université d'Ingolstadt, se mit vigoureusement à l'œuvre. Il créa des chaires de droit public et d'économie politique dont il se chargea en personne et appela à d'autres universités de nouveaux professeurs, parmi lesquels le père d'Adam Weishaupt. Ces réformes et l'esprit qui les inspirait soulevèrent une opposition violente dans le parti clérical et surtout chez les jésuites qui considéraient Ingolstadt comme une de leurs meilleures places fortes dans l'Allemagne du Sud. Établis dans cette ville depuis le 7 juillet 1556, après une première tentative infructueuse faite en 1548, ils avaient peu à peu mis la main sur tout l'enseignement. Les professeurs suspects d'hérésie avaient été éliminés. Les chaires de théologie et de philosophie avaient été occupées par des membres de l'ordre. Celles du droit et de médecine n'avaient été jusqu'au XVIIIe siècle confiées qu'à de zélés catholiques. Les Pères de Jésus avaient fondé un gymnase et en 1578 un séminaire gratuit. Dispensateur des places, ils disposaient de toutes les fondations pieuses établies au cours de ces 2 siècles par les particuliers et les ducs de Bavière. Leur seul collège possédait à Ingolstadt un revenu liquide de plus de 3 millions de florins. Les jésuites et leurs partisans n'étaient pas d'humeur à rendre sans coup férir une forteresse possédée depuis si longtemps. Le curateur se trouva bientôt en lutte avec la faculté de théologie qui prétendait conserver son droit de censure sur les livres employés à l'université et prohibait l'usage de tout ouvrage non catholique. Son doyen voulut forcer Eichstätt à apporter de si nombreuses corrections au cours de droit public qu'il avait fait autrefois à Max Joseph et qu'il désirait maintenant donner à l'impression qu'il dut renoncer à le faire éditer. La faculté de théologie réclama de Max Joseph la confirmation de son privilège, Eichstätt ayant acheté à Leipzig des ouvrages protestants pour la bibliothèque universitaire. Le curateur prouva que les livres incriminés étaient admis dans les universités catholiques de Mayence, Würzburg, Bamberg et Fulda, et l'électeur lui donna raison. Les ennemis d'Eichstätt ne se laissèrent pas décourager par cet échec. Ils continuèrent à lui faire une guerre sans merci, l'accusant d'introduire en contrebande des livres impies et de se permettre dans ses conversations privées et à sa table où il recevait des étudiants comme pensionnaires des attaques scandaleuses contre la religion. Le doyen de la faculté de théologie fulmina en chaire contre les savants qui propageaient le luthérianisme et se permit des allusions fort claires aux propos tenus à la table d'Eichstätt. Celui-ci fit dresser procès-verbal du sermon et réclama satisfaction auprès des lecteurs, auquel la faculté de théologie fit parvenir de son côté un mémoire énumérant ses griefs contre le curateur. La faculté triompha d'abord, Eichstätt fut invité à se justifier des accusations portées contre lui, et les lecteurs, en décidant que les livres protestants seraient exclus de l'université, reconnut aux théologiens le droit d'exercer une censure rigoureuse sur les ouvrages mis entre les mains des étudiants. Pourtant, Eichstätt finit par l'emporter après avoir obtenu une audience de l'électeur. Le doyen dut faire amende honorable devant le Sénat assemblé. L'emploi des livres protestants traitant de jurisprudence et d'économie politique fut autorisé tant que les professeurs n'auraient pas rédigé des recueils à l'usage des étudiants, et il fut entendu que la censure serait exercée d'une façon moins étroite. Cet arrêt mit fin aux hostilités ouvertes. Eichstätt poursuivit ses cours sans incident jusqu'en 1765, et bien qu'à partir de cette année il eût cessé de séjourner régulièrement à Ingolstadt, il conserva la haute main sur l'université. Mais si ses ennemis vaincus avaient renoncé à l'attaquer en face, ils n'avaient pas accepté leur défaite et ses clients leur étaient suspects. Irritable et orgueilleux, tout gonflé de ses succès scolaires et de la hardiesse de ses opinions, Weishaupt n'était pas disposé à se montrer conciliant.
son Principium Solemne, où sous prétexte de défendre l'utilité du Ius Commune, il attaquait violemment les adversaires de cette branche du droit, souleva les clameurs de tous ceux qui se sentirent visés, et son protecteur dut avouer que si le jeune professeur avait raison dans le fond, il s'était montré un peu trop mordant dans la forme. Les marques éclatantes de la faveur d'Ickstadt augmentèrent le dépit des ennemis de Weishaupt. Il avait été convenu d'abord que, suppléant du professeur en titre Stutter, il ne toucherait pas d'émolument fixe et ne pourrait assister aux séances du Sénat ou au conseil des professeurs de l'université. Pourtant, au bout de quelques mois, il fut autorisé par le curateur non seulement à faire des cours réguliers, mais encore à siéger avec voix délibérative dans le conseil de la faculté de droit et avec voix consultative dans le Sénat, où il fut introduit officiellement le 24 juillet 1772. La faculté de droit protesta sans succès contre cet acte arbitraire du curateur et contre la situation exceptionnelle faite à un jeune homme de 24 ans qui venait, au grand scandale de ses collègues, de publier un opuscule où il parlait avec enthousiasme des principes du droit des gens professés par les protestants Hugo Grotius, Leibniz et Wolff, et trouvait qu'on attachait à Ingolstadt trop d'importance au Ius Patrium. Le conflit devint aigu quand, l'année suivante, l'ordre des Jésuites ayant été supprimé par Clément XIV, on apprit que la chaire de droit canon, qu'ils occupaient depuis 90 ans, avait été promise à Weishaupt. Les membres de la compagnie dissoute restaient encore maîtres de la faculté de théologie, car faute de professeurs qualifiés pour cet enseignement, Ickstadt avait été forcé de les laisser dans leur chaire. Ils trouvèrent des alliés dans la faculté de droit, et un grand nombre de professeurs de l'université protesta contre la nomination de Weishaupt. La guerre se ralluma entre le curateur et les opposants. Ickstadt se plaignit à l'électeur de l'insubordination des professeurs. De leur côté, 3 titulaires de chaire à la faculté de droit adressèrent en haut lieu un mémoire où ils accusaient Ickstadt d'avoir nommé Weishaupt uniquement parce qu'il était son filleul, et Weishaupt lui-même de former une faction avec Weinbach, neveu d'Ickstadt, et le curateur en personne. La caisse de l'université refusait de payer le nouveau professeur et prétendait que son traitement devait être prélevé sur les revenus de l'Albertinum, ancien séminaire jésuite dévolu à l'université depuis la suppression de la compagnie. L'administrateur de l'Albertinum s'obstinait à ne payer que les professeurs ex-jésuites et renvoyait à la caisse de l'université les professeurs laïcs récemment nommés, Schmidt, Schollinger et Weishaupt. Les ex-jésuites soutenaient l'administrateur dans sa résistance, s'efforçaient de conserver l'usage exclusif des revenus de leur ancien collège, et faisaient courir le bruit que Weishaupt était un libre penseur, parce qu'il commentait dans ses cours les ouvrages du juriste protestant Rautenstrauch. Weishaupt, lassé de réclamer ce qu'il y était dû, sans arriver à vaincre la mauvaise volonté des comptables et de ceux qui les encourageaient en sous-main dans leur résistance, finissait par déclarer qu'il suspendrait ses cours si on ne le payait pas. Et il se décidait à partir pour Munich, où l'avait précédé une chaude recommandation d'Ickstadt, pour exposer au conseiller des mines, Laurie, la situation qui lui était faite à l'université. Laurie, ancien élève d'Ickstadt, avait dû en 1752 abandonner sa chaire à l'université d'Ingolstadt pour avoir combattu avec trop de fougue juvénile le parti des Jésuites. Il était à Munich le chef du petit groupe de libéraux bavarois qui avait avec beaucoup de difficultés créé en 1759 l'Académie des sciences, citadelle du parti philosophique, et devait être nommé en 1775 co-directeur de l'université d'Ingolstadt et successeur présomptif d'Ickstadt. La bienveillance que Laurie témoigna au protégé d'Ickstadt et à la victime des intrigues cléricales tourna la tête au jeune professeur. Ses relations avec son parrain s'étaient beaucoup refroidies depuis qu'il avait refusé, en 1773, un parti que lui proposait Ickstadt et fait un mariage désapprouvé par lui. Il crut trouver en Laurie un protecteur plus puissant et moins autoritaire. Son ambition était insatiable. Professeur en titre à 25 ans, doyen de la faculté de droit à 27, il avait fait, grâce à la protection d'Ickstadt, une carrière rapide, mais il estimait sa situation encore inférieure à son mérite. Petite parenthèse, comme quoi, quand certains bien placés veulent que vous progressiez, ça peut aller vite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a d'autres comme ça. Fin de la parenthèse. Il chercha d'abord à se pousser aux dépens de ses collègues, en informant Laurie in secreto de ce qui laissait à désirer aussi bien dans le corps universitaire que dans sa propre faculté. À l'en croire, les professeurs de droit étaient ou des paresseux ou des incapables, malheureux dans leur façon d'enseigner et n'ayant aucun succès auprès des étudiants.
Sa sollicitude touchante pour le bien de l'université le portait à s'occuper aussi de la faculté de philosophie. Il s'étonnait de l'obstination que mettait le professeur Steinberger à ne pas vouloir commenter les ouvrages du philosophe Feder dans son cours de logique, et l'accusait de rechercher avec ardeur les titres et les emplois, bien que rendant peu de service. Il s'égayait sur le compte du professeur Schlegel, pitoyable professeur d'esthétique, comme le prouvait déjà extérieurement son visage, son maintien et sa démarche. Après s'être livré à ce jeu de massacre, Weishaupt, dont la science et la patrie se partageaient l'âme, s'offrait modestement pour venir au secours de sa faculté, qui était de toute la pire indocendo, en lui donnant pour l'année suivante en sa personne un bon professeur de droit civil. Sur les vives instances des étudiants, qui reprochaient au paresseux Weinbach de ne pas étudier les pandectes inscrites au programme, il lui avait proposé de faire ce cours à sa place, mais Weishaupt avait eu la mesquinerie de refuser, probablement parce qu'il ne voulait pas renoncer à l'argent que le cours lui rapportait. Pourtant, Weishaupt ne voyait pas d'autre combinaison possible parce que les étrangers, n'ayant aucune confiance dans la valeur de tous ses autres collègues, voulaient absolument l'avoir pour professeur. Il proposait donc de faire l'année suivante un 3e cours ou de pandecte ou de droit public, je cite, car à son avis il était nécessaire que ces 2 matières qui attiraient le plus les étrangers fussent bien enseignées. Et il rappelait qu'il comptait à son cours de droit naturel 150 auditeurs, parmi lesquels des officiers supérieurs et d'autres officiers. Tout en déblatérant dans son rapport secret contre les moines professeurs à l'université, afin de flatter l'anticléricalisme de Laurie, Weishaupt se rapprochait de ses anciens ennemis, les ex-jésuites, et liait partie avec le professeur Stadler, professeur de dogmatique, homme très remuant et qui avait souvent donné beaucoup de tablatures à Eichstätt. Weishaupt intriguait pour que Stadler fût nommé vice-chancelier par l'évêque d'Eichstätt, chancelier de l'université, et ne faisait pas mystère de son alliance avec la camarilla jésuite. Fort de cet appui et comptant sur celui de Laurie, Weishaupt ne crut plus nécessaire de ménager son ancien protecteur. Il se répandait en propos injurieux sur le comte d'Eichstätt et de sa famille, et jusque devant les étudiants. Quand il apprit que Weinbach devait remplacer comme professeur titulaire Pierre d'Eichstätt, neveu du curateur, qui suppléait alors son oncle dans ses cours d'institut de droit des gens et de droit naturel, il écrivit à Laurie que le népotisme d'Eichstätt était aussi funeste que les jésuites et les moines. Eichstätt, outré de la conduite de Weishaupt à son égard, lui avait interdit sa maison et reprochait à Laurie de l'écouter avec trop de bienveillance. Il demandait qu'un blâme rabatte l'orgueil de cet ingrat qui marchait avec la cohorte de Stadler. « Cet homme que j'ai tiré de la boue, écrivait-il, fait aller sa langue de vipère contre moi en tout lieu. Mettez un terme aux impertinences qu'il débite sur mon compte, sinon je laisse tout en plan. » Weishaupt sentit qu'il était nécessaire d'aller plaider lui-même sa cause à Munich. Il suspendit subitement ses cours avant les vacances de Pâques, sans prévenir ni le recteur, qui était alors Weinbach, ni le curateur, et fit mettre une affiche annonçant la reprise de ses leçons pour le 24 avril. Laurie reçut de Weinbach une lettre de protestation contre la prétention de ce chicaneur à parler au nom de la faculté et demandant qu'on le réprimande pour avoir quitté sa chaire pendant la période des études, sans prendre l'avis de la faculté. Cette conduite désinvolte était d'autant plus regrettable que les étudiants prenaient prétexte de l'affiche de Weishaupt pour ne plus paraître aux autres cours. Eichstätt, de son côté, écrivait le même jour à Laurie « Cet homme devient ingrat, insociable et se met complètement du côté de Stadler. » Et Weishaupt ne perdit pas son temps à Munich. Il vit Laurie et obtint même une audience de l'électeur auquel il proposa de faire le cours d'institut de Weinbach. Il eut gain de cause. Le cours d'institutes, pardon. Un décret du mois de mai le chargeait ad interim du cours sur les dernières institutes aux jours et aux heures habituelles. Pourtant, il ne se tint pas pour satisfait. Il avait, il est vrai, écrivit-il à Laurie, proposé à l'électeur de faire ce cours par pur patriotisme, mais l'électeur lui avait répondu qu'il était déjà surchargé de besogne et qu'il serait indiscret d'abuser de sa bonne volonté. Weishaupt était donc très étonné de ce qu'on l'obligea dans la saison la plus chaude de l'année, et après qu'il s'était enroué à crier le matin sur 2 matières différentes, à s'époumoner encore pendant 2 heures consécutives. La faiblesse de sa constitution ne lui permettait pas de supporter de telles fatigues et elle le mettrait au tombeau. Il était patriote, mais il ne voyait pas pourquoi son patriotisme devait le conduire sans nécessité à une mort prématurée. On trouva à Munich que ce professeur si zélé était trop capricieux et il reçut l'ordre de commencer ses cours.
Weishaupt se soumit, mais montrant enfin le bout de l'oreille, il sollicita une augmentation de traitement. Il était vrai qu'il s'était offert, disait-il, mais seulement au cas où on n'aurait pas trouvé d'autre moyen d'améliorer l'enseignement de la faculté, et il demandait que son traitement de 900 florins fût porté à 1000, protestant, je cite, qu'il ferait ce cours gratis s'il avait moins de compétences et de valeurs éprouvées. Il semble que les récriminations continuelles de Weishaupt avaient fini par lasser Laurie. D'autre part, ses relations amicales avec le parti de Stadler n'avaient pas duré longtemps. Dès 1775, il se plaignait, dans un rapport fait au nom de la faculté, des calomnies auxquelles était exposé un professeur qui parlait dans sa chaire de l'insolence des papes vis-à-vis des empereurs, de la querelle des investitures et de la paix de Westphalie. Il affirmait que ces attaques l'avaient rendu malade et demandait à être dispensé des cours de droit canon et de droit naturel si on ne lui donnait pas des instructions précises sur ce qu'il devait dire. Enfin, il continuait la lutte contre le curateur et sa clientèle qui de leur côté ne le ménageaient pas. Réélu en mars 1775 doyen de la faculté de droit, il protestait contre la candidature de Rohrmüller proposée par Weinbach parce que, prétendait-il, Rohrmüller s'était engagé à faire gratuitement le cours d'Institutes de Weinbach. Une semaine plus tard, il revenait à la charge et dénonçait la fainéantise de Weinbach qui cherchait, d'après lui, à éluder les ordres de l'électeur et à garder son traitement de 1000 florins sans rien faire. En novembre 1775, un étudiant en droit nommé Heininger, en ayant appelé au conseil de discipline de l'université d'un concilium abendi, qui lui avait été notifié par Eichstätt, Weishaupt se joignit au professeur qui appuyait la requête et il écrivit à ce propos « Peut-être son Excellence Monsieur le baron de Eichstätt a-t-il été mal informé et je puis me permettre d'autant mieux à la place de Monsieur Heininger que j'ai été moi-même accusé à Munich par son Excellence d'être un impie, de mépriser le clergé et de corrompre la jeunesse. » L'isolement où se trouvait Weishaupt était la conséquence de ses erreurs de conduite, de ses imprudences de langage et de ses intrigues. Mais il avait une trop haute opinion de lui-même pour reconnaître ses torts, et son orgueil trouvait aux inimitiés qu'il avait provoquées une explication des plus flatteuses. De très bonne foi, Weishaupt se considérait comme un martyr de la libre pensée, luttant à Ingolstadt contre les tenants de l'obscurantisme et persécuté par eux, parce qu'il était dangereux pour l'homme qui pense et qui aime, la vérité de professer le droit naturel et la philosophie pratique dans toute leur étendue. Son esprit inquiet s'exagérait la puissance du parti clérical et l'importance d'une hostilité réelle, il est vrai, mais qui n'avait pu jusqu'alors lui porter des coups bien sensibles. Sa vanité refusait de reconnaître que, par son ingratitude, il s'était aliéné le chef du parti philosophique à Ingolstadt, et il se persuadait qu'Eichstätt s'était joint à ses ennemis naturels par pusillanimité, sacrifiant l'homme assez courageux pour professer sans lâche réserve les vrais principes. Ainsi, le hardi confesseur de la vérité se trouvait seul à lutter, visière levée, contre la tourbe des bigots. Une volonté moins bien trempée aurait laissé sombrer dans une résignation inerte ou dans la manie de la persécution ce modeste professeur d'une université sans prestige, perdu dans un coin de la Bavière, mal payé, mal vu de la majorité de ses collègues, mal noté par le curateur, surveillé, soupçonné par tous ceux que scandalisait le radicalisme de ses opinions. Mais l'âme de Weishaupt disposait de deux puissants ressorts, la soif du prosélytisme et la volonté de puissance. L'apostolat dont il avait autrefois rêvé dans la bibliothèque d'Eichstätt lui paraissait aujourd'hui plus nécessaire encore. Pour lutter avec succès contre les ennemis de la raison, il lui fallait, pensait-il, prendre l'offensive. En ouvrant d'autres yeux à la lumière, il recruterait une cohorte de fidèles, un parti de plus en plus puissant sur lequel il pourrait s'appuyer et il aurait la joie de former les disciples attentifs et respectueux, de diriger, de commander, d'être à son tour le maître. Tout en faisant ses cours, en épiant les manœuvres des jésuites, en bataillant avec ses collègues et le curateur, il formait le plan d'une association dont il serait le chef, qui ferait de la propagande pour la vérité et la raison, et opposerait aux forces coalisées de la superstition et du mensonge les troupes de plus en plus nombreuses de la libre pensée et du progrès. Pour mener à bien une entreprise dont il se promettait tout ce que la vie semblait lui offrir de désirable, sécurité, satisfaction d'amour-propre, plaisir de commander, joie de faire triompher la vérité, il était seul à Ingolstadt. Où trouver des alliés qui l'aident à mener la lutte contre le puissant parti qui cherchait à maintenir la masse dans les chaînes de la sottise et de la superstition et persécuter les champions du progrès et de la raison, alliés assez nombreux pour constituer une armée redoutable,
assez discret pour ne pas éveiller l'attention d'un ennemi qui lui était imprudent d'attaquer tout d'abord en face, assez habile pour creuser une mine au pied des remparts qu'on ne pouvait emporter de vive force? L'histoire répondait à cette question. Ne lui apprenait-elle pas que les mystères d'Éleusis avaient réuni en Grèce tous les esprits élevés, je cite, qui, tandis que la foule ignorante, entretenue dans son erreur par un clergé intéressé, sacrifiait aux innombrables dieux d'un grossier polythéisme, adorait un dieu unique ne demandant ni grâce génisse, ni talent d'or et d'argent? N'avait-il pas lu encore que la puissante société secrète des Pythagoriciens de Crotone avait pu pendant de longues années gouverner cette cité? Ainsi, c'était dans les sociétés secrètes qu'il lui fallait chercher le levier dont il avait besoin, car c'est par elles que le progrès avait fait son chemin dans le monde, et c'est en elles que réside une puissance d'autant plus irrésistible qu'elle est plus dissimulée. Par une sorte de pressentiment de génie, il avait depuis longtemps entrevu cette vérité, avant que l'histoire et la réflexion fussent venues la lui révéler. Dès l'âge de 18 ans, et encore sur les bancs de l'université, à l'époque où la lecture assidue des historiens grecs et latins lui avait inspiré une haine précoce pour toute bassesse et toute oppression, il avait deviné comme l'homme est faible en dehors de l'association, comme il est fort par elle, et il avait rédigé les statuts imparfaits et puérils d'une société qui avait pour but de resserrer les liens qui unissent les hommes et de rassembler leurs forces dispersées. Le hasard voulut qu'au moment où Weishaupt venait d'arriver à cette conclusion, son attention fut attirée par une société secrète contemporaine dont il avait souvent entendu parler. À la fin de 1774, arriva à Ingolstadt un protestant originaire de Hanovre, avec lequel il entra en relation. Il demanda à cet étranger des renseignements sur l'organisation des universités protestantes et sur les sociétés secrètes d'étudiants qui y florissaient. Il vit entre les mains du Hanovrien des papiers mystérieux, et celui-ci lui laissa entendre qu'il était affilié à la franc-maçonnerie. Comme il montrait une grande réserve sur ce sujet, Weishaupt, dont la curiosité était vivement éveillée par ses réticences, chercha à se faire une idée du caractère et de l'organisation de cette société secrète en réunissant les lambeaux de confidences arrachés à son interlocuteur et en chargeant son imagination de combler les lacunes que la discrétion de l'initié avait laissées dans son exposé. Il fut particulièrement frappé de la profonde différence existant entre la vraie et la fausse franc-maçonnerie et de la facilité avec laquelle un candidat mal servi par les circonstances pouvait être induit en erreur sur ce point capital. Par un raisonnement assez singulier, il en conclut que la franc-maçonnerie authentique devait être quelque chose d'infiniment rare et excellent, et il se fit d'elle une idée qui l'enthousiasma. Il ne pouvait concevoir rien de plus parfait, de plus logique, de plus sage que la constitution de cette société. Il s'imagina qu'elle devait choisir ses membres avec une extrême prudence et les soumettre continuellement à de sévères épreuves. Tout occupé de cette idée, il renonça au projet plusieurs fois formé de fonder lui-même une association occulte, et jugeant comme tant d'autres plus commode de s'asseoir à une table toute servie que de mettre lui-même le couvert, il résolut de se faire affilier coûte que coûte à la franc-maçonnerie, afin de trouver dans son sein un asile pour l'innocence opprimée. Son initiateur l'ayant quitté sur ses entrefaites sans lui donner d'indications plus précises, Weishaupt écrivit à tous les endroits où il pensait trouver des francs-maçons. Il lui fut répondu de Nuremberg que les frères de cette ville étaient disposés à l'admettre dans leur loge. Cette réponse le transporta de joie, et son imagination continuant à se donner carrière, il se figura que les francs-maçons d'Ingolstadt avaient reçu l'ordre de le surveiller et de rendre compte de sa conduite. Il soupçonnait tous les hommes menant une vie austère et retirée du monde d'appartenir à la société, et convaincu qu'il était minutieusement observé par de nombreux inconnus, fermement persuadé qu'aucune de ses actions ne leur échappait, il cherchait à s'acquitter de ses devoirs avec la plus grande exactitude. Pourtant, son exaltation tomba assez vite, et pour deux raisons. D'abord, les frais d'admission dans la loge de Nuremberg, joints à ceux qu'entraînaient le voyage et le séjour dans cette ville, dépassaient les moyens du jeune professeur. Les francs-maçons de Nuremberg, qu'il mit au courant de cette difficulté, l'adressèrent bien à Munich, où se trouvait une loge de la même obédience, et qui se déclarait prête à le recevoir, mais là aussi les frais de réception étaient trop élevés pour lui. D'autre part, les livres traitant de franc-maçonnerie qu'il arriva à se procurer lui causèrent une profonde déception. Il fut très désappointé d'y trouver imprimés tous les grades et d'apprendre que c'étaient bien là les grades authentiques. Avec le mystère s'évanouit le charme qu'exerçait la franc-maçonnerie sur son imagination réchauffée. En outre, les grades qu'il eut l'occasion de lire ne répondaient pas à l'idéal qu'il s'était formé. Il renonça donc à solliciter son admission, mais la désillusion qu'il venait d'éprouver n'avait pas cassé les ailes à sa chimère.
L'idée qu'il s'était faite de l'utilité que pouvait avoir une association de ce genre et de tout ce que, d'après sa propre expérience, on pouvait obtenir des hommes par l'attrait du mystère, avait poussé dans son esprit des racines trop profondes. Il revint à son ancien projet et résolut de fonder lui-même une société secrète modèle. Un passage du livre d'Abt, Considérations sur le mérite, qu'il lisait alors pour préparer son concours de philosophie pratique, vint, selon son expression, allumer toutes les matières inflammables qui s'étaient accumulées dans son âme. Faire le bonheur temporel et éternel de beaucoup d'hommes, disait Abt, trouver des règles de conduite qui donnent à leur vie et à leurs actions une direction telle qu'ils deviennent toujours plus heureux et plus parfaits, faire que ces règles de conduite leur soient aussi familières que précieuses, inventer des situations qui les conduisent nécessairement et malgré leur résistance à agir d'une façon qui soit bonne pour tous, prévoir en même temps toutes les complications possibles, les cas les plus exceptionnels ainsi que les plus fréquents, se mettre à l'œuvre alors que personne ne conçoit encore que cette tâche puisse être accomplie, travailler de longues années, souvent sans résultat, ne compter que sur soi-même pour se redonner du courage, triompher de ses propres défaillances, ranimer son ardeur, ne se laisser arrêter ni par les contrariétés ni par les dangers, ne se laisser vaincre ni par la lassitude ni par le découragement, de faire tout cela uniquement pour être utile à des semblables ardemment aimés et à des êtres créés sur le même modèle que nous-mêmes. Oh, où est l'homme capable d'un tel héroïsme? Alors, on va juste faire une petite parenthèse ici. Qu'est-ce qui est insinué comme sens pour des êtres créés sur le même modèle que nous-mêmes? Intéressant ça parce que dans l'autre ouvrage de Le Forestier, Franc-maçonnerie occulte et l'ordre des élus Cohen, il parle souvent d'être à notre image mais pas humain. Et il va falloir creuser ça un petit peu. Hein. Fin de la parenthèse. S'il n'est plus, où se dresse sa statue, où gisent les débris de son marbre? Dites-le moi pour que j'aille presser dans mes bras la pierre insensible et, en pensant au modèle, arroser son image des larmes brûlantes de la reconnaissance. Ce programme d'une pédagogie transcendante, exposé en des termes aussi vagues qu'emphatiques, emporta les dernières hésitations de Weishaupt. Il voulut être ce bienfaiteur de l'humanité et décida de fonder un ordre qui aurait pour but de recueillir et d'enseigner en secret les vérités scientifiques, qui serait une école secrète de sagesse, dans laquelle le fondateur admettrait surtout de jeunes étudiants et leur enseignerait en toute liberté ce que la sottise et l'égoïsme des prêtres avaient banni des chaires publiques. Une circonstance fortuite le détermina à se mettre à l'œuvre sans retard. Un officier du régiment d'infanterie baron Henneberg venait de fonder à Burghausen une loge qui pratiquait l'alchimie et qui compta bientôt beaucoup d'adeptes. Un de ses étudiants sollicita Weishaupt d'entrer dans cette loge, et son maître en chaire envoya à Ingolstadt un émissaire chargé de faire des recrues parmi les étudiants les mieux doués. Il arriva que le recruteur s'adressa à ceux-là même sur lesquels Weishaupt avait jeté les yeux pour en faire les premiers ouvriers de l'œuvre projetée. Désespéré à l'idée que des jeunes gens en qui il avait mis de si grandes espérances allaient perdre leur temps à la recherche de la pierre philosophale et à des folies de ce genre, il mit au courant de ses projets un étudiant en qui il avait la plus grande confiance. Ce confident, Massenhausen, bien qu'âgé seulement de 18 ans, avait déjà quelque expérience de ce genre d'entreprise. Arrivé à l'université l'année précédente, il avait fait partie d'une association d'étudiants en droit, fondée par un étudiant originaire de Göttingen, à l'image des sociétés secrètes qui existaient alors dans nombre d'universités de l'Allemagne protestante. La jeune société était déjà complètement organisée et ses membres songeaient à se faire confectionner une sorte d'uniforme pour se distinguer du Vulgum Pecus, quand Eichstätt, ayant eu vent de son existence, en avait référé en haut lieu et avait reçu l'ordre de la dissoudre. Massenhausen encouragea vivement son maître à réaliser le plan qu'il lui exposa. Weishaupt rédigea en toute hâte les statuts généraux de la nouvelle société qu'il appela d'abord Ordre des Perfectibilistes. Mais ce nom lui ayant paru, à ce qu'il assure, trop bizarre, ou, ce qui est plus vraisemblable, insuffisamment mystérieux. Il le changea bientôt en celui d'Ordre des Illuminés. Chapitre 2. Recrutement de l'ordre jusqu'en 1780. Les membres fondateurs, aéropagites ou concili, l'agent recruteur Massenhausen, activité de Weishaupt à Eichstätt et à Ingolstadt, paresse de Massenhausen, faveur grandissante de Svach, éviction de Massenhausen, l'aéropagite Caton, effectif en février 1778, progrès à Munich et à Eichstätt, effectif des 5 commandos en août 1778, nouveaux aéropagites, recrutement en 1779.
La nouvelle société fut fondée le 1er mai 1776. Tous les membres dont elle se composait purent tenir dans la chambre où Weishaupt les réunit ce jour mémorable. Ils étaient au nombre de 5. Weishaupt, qui s'était donné le nom de guerre de Spartacus, Massenhausen, qui reçut celui d'Ajax, Bauhauf, étudiant en droit appelé Agathon, Mertz, étudiant en droit nommé Tibère, enfin un certain Sutor, dont le pseudonyme n'est pas venu jusqu'à nous, et qui se montra si indolent par la suite que Weishaupt dut l'effacer de sa liste. Si modeste que fut le nombre des premiers disciples, ils se trouvèrent dès l'origine à avoir dans l'ordre une place différente, suivant que Weishaupt les avait jugés dignes ou non d'une confiance sans réserve. C'est ainsi que Massenhausen et Mertz furent jusqu'en janvier 1778 les seuls aéropagites ou consii, c'est-à-dire qu'ils étaient seuls à connaître le véritable histoire de l'ordre, la date de sa fondation et le nom de son fondateur. Mertz ne joua d'abord qu'un rôle très effacé. En revanche, Massenhausen fut dans les premiers temps l'ardent propagateur de la société, le confident et le bras droit de son chef. Il avait déjà recruté Bauhauf, il enrôla encore à Ingolstadt Steger, étudiant en droit baptisé Shaftesbury, et Will, professeur d'anatomie à l'université, nommé Agrippa. À Munich, où il était allé suivre les cours de l'université, il recrutait en mai Xavier Zwack, un ancien élève de Weishaupt qui se préparait à la carrière diplomatique et qui reçut le caractéristique de Danaus. Il disposait en septembre le baron Herth, qui devait se rendre à Ingolstadt pour s'y faire recevoir dans l'ordre, et 3 mois plus tard, un cousin de Danaus, Simon Zwack, était inscrit sur la liste des membres sous le caractéristique de Claudius Imperator. Weishaupt ne se faisait pas faute d'entretenir un si beau zèle, il écrivait lettre sur lettre, prodiguait les exhortations et les conseils. « Je pense et travaille tous les jours à notre grand édifice, lui mandait-il le 19 septembre. Travaillez de votre côté et apportez-moi des matériaux. Qu'aucune peine ne vous arrête, recherchez la société des jeunes gens, observez-les, et si quelqu'un d'entre vous plaît, mettez-lui la main au collet. Ce que vous ne pouvez faire par vous-même, faites-le faire par d'autres. Il faut ordonner per modum imperii à Danaus Agathon et Shaftesbury de se mêler à la jeunesse. Qu'ils tâchent d'épier les caractères, en français dans le texte, qu'ils se fassent des amis, nous proposent des candidats et attendent alors nos ordres. Agathon doit envoyer une liste de jeunes gens habitant l'endroit où ils se trouvent, rédigée d'après le formulaire qui lui a déjà été communiqué. Si le voyage dont vous parlez ne gêne pas vos études, je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas. Jésus-Christ n'a-t-il pas envoyé ses disciples à travers le monde ? Pourquoi donc vous laisserai-je tranquillement chez vous, vous qui êtes mon Pierre ? Ite et predicate. Fac ut venias onustus spoliis non indecore pulvere sordidus. Il lui signalait d'autres recrues possibles. Le chanoine Hertel, un ami d'enfance, 2 diables d'hommes, entre guillemets, qui ne seraient pas une mauvaise prise, l'avocat Batz, juge suppléant aux criminels, auquel il faisait adresser ses compliments, et le médecin Bader, qui recevrait bientôt une lettre de lui, enfin un certain Socher, dont il entendait parler avec éloge, et qu'on lui assurait être un excellent cerveau. Au surplus, il indiquait très nettement à Ajax et ses subordonnés de quel côté ils devaient lancer leur filet. Mettez-vous en quête de cavaliers, mes amis. Il y avait du temps de l'Égypte ancienne un ordre secret appelé l'œil. On dit que ses membres pratiquaient des tours d'adresse pour voler des denrées au pharaon et les donner aux esclaves. Leur mission ? Se servir de la magie et de l'illusion pour équilibrer la balance de la justice. Les cavaliers font-ils partie de cette longue lignée d'imbéciles qui croient à ce mythe ? Alors, faire une parenthèse, parce que, bien sûr, cavalier, ça peut faire référence au cavalier de l'Apocalypse, mais est-ce que vous vous souvenez, je vous avais dit dans le film dont le titre est en anglais « Now You See Me », il s'agit toujours des 4 cavaliers. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier opus, à un moment, il retourne une carte et on voit l'œil Illuminati. Et à d'autres moments aussi, on a une initiée chinoise, des triades, qui est probablement une illuminée, et qui disait oui, ça fait longtemps qu'on vous surveille. Donc, les êtres humains, on vous a toujours surveillé. Et je vous avais dit en quoi ce film parlait pour moi des Illuminati. Now You See Me. En français, j'ai oublié le titre. Fin de la parenthèse, donc les cavaliers. Mes amis, cherchez des jeunes gens bien élevés et non des lourdeaux comme ceux que vous me proposez.
Nos gens doivent être sympathiques, entreprenants, intrigants et adroits, particulièrement les premiers reçus. Quand les réceptis ouvrent tout à coup les yeux, il faut qu'ils aperçoivent des gens qui nous fassent honneur et qu'ils soient heureux de fréquenter. Nobiles potentes divites doctos quaerite. Nous avons besoin de gens adroits, travailleurs, riches, de bonnes manières, puissants. Pour le moment, nous ne pouvons tirer parti que de ceux qui sont 1. Adroits, 2. Industrieux, 3. Souples, 4. Sociables. S'ils sont par-dessus le marché noble, riche et puissant, tant mieux. Recherchez la bonne compagnie, liez-vous avec des gens bien élevés. Il le faut absolument, inertes animae. Vous ne devez pas plaindre votre peine. Il faut parfois consentir à faire le valet pour être un jour le maître. Ode aliqui, faites-moi donc à Munich une acquisition qui en vaille la peine. N'avez-vous aucune relation dans les maisons de la haute société et Danaos n'y connaît-il personne? Car sachez-le, vous ne devez vous donner de peine que pour un vrai cavalier. Et il faut que celui-là nous mène ensuite à tous les autres. Felectere si nequeas superos acqueronta moveto. Il y a à Munich tant de personnes de qualité. Si j'y habitais, je voudrais en avoir en peu de temps tout un chapelet. Pendant que par une correspondance suivie, Weishaupt s'efforçait d'entretenir l'ardeur et de diriger le choix des adeptes de Munich, il ne restait pas lui-même inactif. À Ingolstadt, où il devait être fort prudent, il n'avait recruté qu'un seul membre, surnommé Lucullus, qui d'ailleurs se montrait d'une indiscrétion telle, pendant un voyage à Munich, qu'Ajax devait prier son maître d'enjoindre à ce bavard d'être plus réservé à l'avenir. Mais à Eichstätt, où Weishaupt était allé passer les vacances d'automne, et où il se sentait moins surveillé, il avait obtenu un meilleur succès. Outre un certain Schleich, dont il avait mis la bibliothèque à contribution, il avait recruté un des premiers magistrats de la ville, Lang, qui fut inscrit sur la liste des adeptes le 16 décembre 1776 sous le pseudonyme de Tamerlan, et dont il se montra fort satisfait par la suite. Alors, petite parenthèse, oui, on n'en a pas parlé jusqu'ici, qu'est-ce qui fait que Weishaupt se sentait surveillé? Est-ce que c'était légitime? Et pourquoi l'aurait-il été? Puisque, oui, enfin, il était quand même zélé, alors il était arrogant, etc. Donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle il était surveillé, mais est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres? Ou alors, se croyait-il surveillé? Était-il un peu paranoïaque? Ça, c'est une bonne question, parce que ça permettrait de définir son caractère. Fin de la parenthèse. Il espérait de plus pouvoir livrer 2 cavaliers et même des chanoines. Bref, il était si satisfait de son séjour à Eichstätt qu'il écrivit à Ajax le 20 décembre 1776 « J'ai certainement plus fait à moi seul pendant ces vacances que vous tous ensemble ». D'autre part, il comptait bien transformer les nouveaux pensionnaires qu'il allait recevoir à sa table pendant l'année scolaire en missionnaires qui porteraient à leur tour la bonne parole dans leur pays natal, et il ne doutait pas que 2 de ses futurs commensaux, le baron Schreckenstein et Hoheneicher, ne mordent à l'hameçon. Tibère et Lucullus devaient également prendre pension chez lui, et comme les plus grands cœurs et les plus désireux de faire le bonheur de leurs semblables ne sont pas exempts des faiblesses humaines, Weishaupt ne dissimulait pas que la perspective d'avoir plusieurs convives à 3 florins par semaine, pour le dîner et le souper, ou 2 florins pour le dîner seul, ne lui était pas moins agréable que l'espérance de former de nouveaux disciples et de raffermir le zèle des anciens. D'ailleurs, il avait en vue à Ingolstadt même d'autres recrues. Un nommé Kremer, le baron Ecker que Lucullus avait en commission, et qui serait une excellente acquisition, l'étudiant en médecine Limmer, dont il était féru, et le répétiteur de droit Bayerhammer. Enfin, il avait si bien préparé Hoheneicher qu'il suffirait de lui proposer d'entrer dans l'ordre pour qu'il s'y décida aussitôt. L'année 1777, qui s'annonçait sous de si heureux auspices, ne tint pourtant pas toutes ses promesses. Tamerlan recruta bien 3 nouveaux adeptes à Eichstätt, le Tasse reçu le 31 mars, Odin le 17 juin et Osiris le 17 décembre. Mais Agathon se rendait si insupportable par son mauvais caractère et son indiscrétion que Weishaupt devait songer à l'exclure de l'ordre, ainsi que Lucullus, dont il était de plus en plus mécontent. En outre, la colonie de Munich resta sans direction pendant plusieurs mois, Ajax étant revenu en janvier 1777 pour suivre ses études à Ingolstadt. Malgré les services qu'il pouvait rendre à la cause de l'ordre, dans la capitale de l'électorat, Weishaupt avait vivement désiré la voir auprès de lui pendant quelque temps, je cite, pour pouvoir délibérer en commun sur divers objets intéressants. Il espérait d'ailleurs qu'en prenant pour répétiteur Braun, homme très compétent, à la place de Liechtenstein, son répétiteur ordinaire,
Massenhausen parviendrait à contrôler le premier. Aussi, sans vouloir lui imposer aucune contrainte, au cas où il connaîtrait un logis plus à sa convenance, il lui offrait une chambre chez sa mère, en lui faisant valoir qu'il pourrait ainsi le voir plus commodément et s'entretenir plus secrètement avec lui des affaires de l'ordre, et que, au surplus, avantage précieux pour un jeune homme, son hôtesse lui confierait la clé de la maison. Enfin, M. Massenhausen père, s'étant informé du prix de la pension chez Weishaupt, celui-ci poussait la prévenance envers son disciple jusqu'à lui demander ce qu'il fallait répondre à son père, parce que, disait-il, je ne sais pas s'il vous serait agréable qu'il apprenne l'intention où vous êtes de ne prendre chez moi que le repas de midi. La visite d'Ajax ad limina dut être assez longue, puisque la correspondance entre le maître et son lieutenant cessa pendant près de 9 mois. Mais le séjour de Massenhausen à Ingolstadt et ses longs entretiens avec le chef de l'ordre n'avaient pas eu pour résultat d'entretenir sa première ardeur, car dès que la correspondance reprend, nous trouvons Weishaupt fort mécontent de lui. Ajax, retourné à Munich, se laissait entraîner par ses appétits charnels. Sourd aux conseils de son maître qui lui prêchait la continence, et tout enivré de son amour, il oubliait et leur œuvre et le monde. Il n'envoyait à Ingolstadt que des rapports insignifiants et laissait Weishaupt sans nouvelles des sujets sur lesquels l'ordre avait déjà jeté les yeux. L'étudiant Mikkel, le commerçant Troponegro, auquel avait été attribué d'avance le pseudonyme de Coriolan, et un certain Tite-Live. Il ne disait mot des adeptes déjà reçus comme Claudius Imperator et Shaftesbury, et il dirigeait la colonie à sa guise, c'est-à-dire fort négligemment. Weishaupt, irrité de sa mollesse, ne lui épargnait pas les reproches, et le menaçait de renoncer à poursuivre l'entreprise s'il ne s'amendait pas. « Oh, Ajax, lui écrivait-il, si notre affaire doit être conduite avec autant de nonchalance et de torpeur, je rentrerai dans le repos. » Cette mercuriale laissait insensible l'amoureux Ajax, et quelque temps après, Weishaupt exprimait son mécontentement en termes encore plus véhéments. « Je dois avouer que je ne suis pas du tout satisfait de vous. J'ai beau vous écrire sans cesse, je ne reçois pas un mot de réponse, et il me semble que vous n'en faites qu'à votre tête. Vous ne m'avez même pas dit quel jour Coriolan a signé son engagement. Vous ne me donnez absolument aucun renseignement sur la façon dont nos gens se comportent. J'entends ne plus recevoir de lettres contenant seulement des excuses et des protestations de bonne volonté. Bref, rien que des mots et pas d'actes. Que signifient des phrases comme celle-ci ? J'ai quelqu'un dans mes filets, quand vous ne me dites pas qui. N'est-ce pas avouer implicitement, je n'ai pris personne, je ne fais rien et voudrais pourtant laisser croire que je fais quelque chose ? Je ne suis même pas sûr que Coriolan ait été reçu. Je tiens toutes vos assurances. À ce sujet, pour parole en l'air comme le reste. Je vous le dis très sérieusement, je suis absolument décidé à tout laisser là. La menace, bien que répétée, n'était pas sérieuse. Weishaupt, voyant qu'il n'avait plus rien à espérer du concours de Massenhausen, s'était décidé à lui substituer Svak dans le rôle de légat à la terre. Il y avait plus d'1 an que ce dernier avait attiré sur lui l'attention bienveillante du maître, et la correspondance nous permet de suivre les étapes de sa faveur toujours grandissante. Dès le mois de janvier 1777, Weishaupt conseillait de donner à Philippe Strozzi le titre de quelques livres dont la lecture était recommandée aux adeptes de confiance, ut legere possit et alio erudire. Le bon grain n'était pas tombé sur un sol stérile, une dissertation sur l'organisation des sociétés secrètes écrite par Svak et expédiée à Ingolstadt le 30 octobre. Ajax avait rempli Weishaupt d'admiration. La dissertation de Philippe Strozzi est excellente, écrivait-il le lendemain à Ajax. S'il avait été dans mon cerveau, il lui aurait été impossible de mieux comprendre mon système. Je suis bien aise d'avoir des collaborateurs de cette valeur, et il a toute l'étoffe nécessaire pour devenir quelqu'un de considérable. Aussi, comme à ce moment même, Weishaupt commençait à être fort mécontent d'Ajax, il lui avait adjoint Svak en qualité de coadjuteur, sans pourtant faire de celui-ci un Concius, ni correspondre directement avec lui. Il s'en était remis à Massenhausen et à Svak du soin de choisir de nouveaux adeptes sans lui en référer, demandant seulement à être informé de la date des réceptions. Les 2 lieutenants avaient aussi le droit de choisir d'un commun accord et suivant les capacités des candidats, les sujets de dissertation qui leur étaient distribués, et afin que Svak fût libre de se consacrer à la direction de la colonie de Munich, il avait reçu l'ordre de dresser un substitut sur lequel il pût se reposer du choix des recrues et de leur instruction. 1 mois plus tard, Weishaupt, de plus en plus mécontent d'Ajax, se décida à entrer directement en relation avec Svak à l'insu de Massenhausen. Il écrivit le 22 décembre 1777 une lettre fort aimable à Strozzi, où sans se découvrir encore, il se plaignait de n'avoir pas d'amis sincères,
lui donnait des conseils au sujet de ses lectures, lui rappelait qu'il avait été son professeur et prenait la liberté de lui parler en père. Il lui assurait qu'il avait la plus haute opinion de ses mérites, de son jugement et de sa raison, et qu'il attendait de lui quelque chose de grand. Il lui conseillait de fuir le monde, de s'unir étroitement à ses amis les plus intimes, de ménager sa santé, car il en était responsable vis-à-vis de l'humanité à cause des services importants qu'il pourrait lui rendre un jour, de s'occuper de philosophie et de connaissance de l'homme, de vertus pratiques et non de morale spéculative, de lire les livres qui enflamment le cœur. La réponse de Svak dut être de nature à satisfaire Weishaupt, car un mois plus tard, il avait fait le pas décisif. Une lettre qu'il lui adressait le 31 janvier 1778 nous montre Svak élevé à la dignité d'aéropagite et remplaçant dans les fonctions de fondé de pouvoir à Munich Ajax disgracié. Ajax, lui écrit Weishaupt, on a tellement fait à sa tête que je ne suis pas étonné d'apprendre combien vous êtes embarrassé. Nous aurons besoin d'un certain temps pour remettre tout en ordre. Je vous communiquerai la copie des statuts que je possède pour mon usage personnel, car je pense que les autres ont été altérés en certains endroits. Il n'est pas sûr que Weishaupt fût sincère en lançant cette accusation contre Massenhausen. Il écrivait en effet un an plus tard à Svak qui lui avait signalé les différences existant entre les deux exemplaires. En ce qui concerne les statuts d'Ajax, ils sont authentiques. C'est ma première rédaction. Et vous avez maintenant le vrai texte entre les mains. Seulement la lettre du 31 janvier articulait contre Ajax des griefs qui paraissent plus fondés. Il semble que Massenhausen ne se faisait pas scrupule de s'approprier l'argent des cotisations et que, inquiet peut-être de l'intimité qui perçait déjà dans la correspondance officielle entre Weishaupt et Svak, il avait supprimé quelques lettres de celui-ci à celui-là. Personne, écrivait Weishaupt, n'a vu les lettres que vous avez adressées à l'ordre. Il faut donc qu'il y ait répondu lui-même. Tout ce qu'il vous a dit n'est que mensonge, comme j'arriverai à vous le prouver clairement. Il m'a fait en homme et en argent un tort qui me retarde de 2 ou 3 ans dans votre contrée. Dieu merci, nous nous en sommes aperçus à temps. Craignant qu'une disgrâce brutale ne pousse Ajax à se venger en divulguant l'existence de l'ordre, Weishaupt recommandait à Svak de lui cacher soigneusement sa nouvelle dignité. « Attendons de voir ce qu'il va faire, disait-il, il ne faut pas que vous cessiez de le fréquenter. Vous devez au contraire lui rendre visite plus assidûment qu'auparavant. Demandez-lui donc que l'ordre veuille bien dorénavant ne plus se servir du chiffre pour vous répondre et vous donner des ordres. Vous prétexterez que vous perdez trop de temps à mettre en clair. Ce sera pour vous un vrai amusement de voir quels efforts il fera pour se tirer d'embarras, car il se trahirait en cherchant à déguiser son écriture. Pour les affaires importantes, ne vous ouvrez pas à lui et trompez-le comme il vous a trompé lui-même. Agissez avec prudence, car il pourrait encore nous nuire. » Pourtant, Weishaupt se rendait compte qu'Ajax finirait par concevoir des soupçons, résolu de lui enlever, par un coup de surprise, les papiers compromettants dont il était détenteur. Sur son ordre, Svak se présenta à l'improviste chez Massenhausen au mois de février 1778, et tout en feignant de le plaindre et de blâmer la dureté de leur chef, il lui réclama au nom de Weishaupt les lettres et les papiers dont le confident disgracié aurait pu se faire une arme. Déconcerté par cette sommation inattendue et emporté par la colère, Massenhausen ne songea pas à résister. Il remit à Svak tous les papiers qu'il possédait, non sans laisser libre cours à son indignation. Profondément blessé du procédé de Weishaupt à son égard, il donna sa démission de membre de l'ordre, entraînant dans sa retraite 3 autres adeptes, Mikkel, Hoheneicher et Will. Cependant, lorsqu'Ajax eut digéré son affront, il regretta son comportement, et comme l'ordre n'avait pas intérêt à pousser à bout un Concius, un accommodement intervint quelques semaines plus tard. En mars, Ajax reprenait sa place dans l'aréopage, et Mikkel ainsi que Hoheneicher rentraient au bercail. Il est vrai que Weishaupt avait pris contre les indélicatesses de Massenhausen quelques précautions aussi humiliantes qu'efficaces. Ajax n'avait plus un gros chun de l'argent de l'ordre à sa disposition, les clés de la caisse lui avaient été retirées, et il devait soumettre au visa de Svak tout ce qu'il envoyait à Weishaupt. Aussi celui-ci pouvait-il se vanter de lui avoir si bien rogné les griffes qu'il ne pourrait plus lui jouer de tour. Au reste, Massenhausen, ayant terminé ses études, quittait bientôt Munich pour rentrer au service du baron Spiring et aller résider dans la terre que son mère possédait à Frauenberg. Svak, sur le conseil de Weishaupt, lui écrivit quelquefois, je cite, pour qu'il ne remarquât pas trop de défiance à son égard, et Weishaupt lui-même eut soin de répondre à la seule lettre que Massenhausen lui adressa à cette époque. On lui demandait parfois son avis sur les décisions à prendre, mais à d'autres moments, on le laissait dans l'ignorance de ce qui se passait sous prétexte qu'il était trop loin et que lui envoyer les documents entraînerait trop de retard.
Une lettre qu'il adressait à Svak au cours d'un voyage en Hollande, entrepris à la fin de 1778 pour le compte du baron Spiering, et où il signalait le profit que l'ordre pourrait tirer du commerce de la toile si chère en Allemagne et si bon marché dans les Pays-Bas, resta sans réponse. Et Svak reçut en 1779 l'ordre de prendre sous sa direction ses anciens subordonnés. Depuis la crise de février 1778, le rôle actif de Massenhausen était terminé. Au moment où Ajax disparaissait de la scène, Svak y faisait son entrée. Le 22 février 1778, il était inscrit sur la liste des Aréopagites sous le pseudonyme de Caton. Xavier Karl Wolfgang von Svak auf Holzhausen était né le 31 octobre 1755 à Ratisbonne. Son père était commissaire à la Chambre des comptes. Après avoir achevé ses études à Ingolstadt, Xavier Svak était entré en 1777 comme commis au ministère des Affaires étrangères et avait été nommé peu après secrétaire de la loterie d'État. Le portrait physique qu'avait fait de lui son recruteur était peu flatteur. Taille d'à peu près 5 pieds, disait le signalement. Tout son organisme, amaigri par la débauche, le porte au tempérament mélancolique. Son front haut et large est en grande partie couvert de rides, ses yeux d'un gris clair, un peu éteints. L'extrême pâleur de son visage n'annonce pas une santé très solide, et il est en effet souvent malade. Nez long et busqué, cheveux d'un brun clair, gestes sobres, démarche vive, yeux baissés vers par terre, s'occupe beaucoup trop de sa santé, ce qui peut venir du sentiment qu'il a de la faiblesse de sa constitution, a une verrue des deux côtés du nez près de la bouche. Le portrait moral, bien que comportant quelques ombres, était plus à l'avantage du modèle. Disposition extraordinaire à la philanthropie, cœur sensible, stoïque dans ses jours de mélancolie, d'ailleurs ami très sûr, très discret, observateur, parlant souvent très avantageusement de soi-même, envieux des qualités des autres, voluptueux, cherche constamment à se perfectionner, peu fait pour les compagnies nombreuses, emporté, mais se calmant facilement, se laisse aisément aller à dévoiler ses principes les plus secrets quand on prend soin de le louer tout en le contredisant. Curieux de nouveautés, a surtout des dispositions pour la philosophie, quoiqu'ayant des connaissances solides en jurisprudence. Passion dominante, orgueil, amour de la gloire, droiture, bile facilement irritable, penchant décidé pour tout ce qui est mystérieux, tendance à parler de lui-même et de ses qualités. Svak se consacra avec... Alors, ça ressemble un peu aux enquêtes qui sont faites dans la plupart des sociétés secrètes. Les enquêtes qui sont faites sur les membres. Svak se consacra avec zèle à la direction de l'ordre à Munich. La situation de la jeune société était loin d'être brillante lors de son entrée en charge. De l'aveu du chef, elle se composait alors de 9 personnes, Weishaupt, Svak, le cousin de celui-ci, Merz, et les 5 adeptes d'Eichstätt. Après le retour de Massenhausen et de ses 2 amis, l'ordre comptait donc exactement une 12aine de membres. Aussi Weishaupt, qui avait repris courage depuis qu'il espérait être exactement informé de ce qui se passait à Munich et renseigne avec détail sur les aptitudes et le caractère des recrues, écrivait-il à Svak, « Pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire que d'augmenter le nombre des adeptes. » Du reste, ses ambitions étaient assez modestes, puisqu'il se serait contenté d'avoir à Munich 5 ou 6 hommes adroits et de confiance. Svak apporta à l'œuvre commune une bonne volonté et une activité dont témoignent les notes prises par lui au mois de mars. Avec une docilité de néophyte, il demande conseil, soumet ses doutes à son chef et consigne ses réponses. Son zèle fut récompensé par de rapides succès. Le 22 février, Tropo Negro Coriolan était définitivement enrôlé et inscrit sur la liste de l'ordre, à la vive satisfaction de Weishaupt, qui vantait à Merz les qualités de cet homme excellent, âgé déjà de 41 ans, très fort sur la question financière et commerciale, et qui avait longtemps vécu à Hambourg. Le 10 mars avait lieu la réception de Berger, qui recevait le nom de Cornelius Scipion. Le 13 mars, Svak entreprenait Bayerhammer que Weishaupt lui avait adressé d'Ingolstadt. Il avait d'autant plus de mérite à faire cette recrue que Bayerhammer, qu'il avait connu à l'université, ne lui était rien moins que sympathique. Mais sa plus belle conquête fut celle de Hertel, chanoine de l'église Notre-Dame, âgé de 37 ans, ami d'enfance de Weishaupt et fils d'un ancien professeur à l'université d'Ingolstadt. Donc petite parenthèse, s'il y avait déjà un membre du clergé qui avait été séduit par les Illuminés de Bavière en 1778-79, pourquoi ne pas penser que le Vatican ait été infiltré par les Illuminati depuis longtemps? Ça paraît quand même logique. Depuis longtemps, Weishaupt avait jeté les yeux sur lui. Bien qu'autorisé par son chef à faire à Hertel toutes les révélations nécessaires pour le décider à entrer dans l'ordre,
Ajax n'avait pas su obtenir de résultats décisifs. L'éloquence de Svak, les lettres pressantes de Weishaupt, qui suppliaient Hertel de ne pas se faire franc-maçon et promettaient de lui donner accès dans une société beaucoup plus parfaite, emportèrent la place. Hertel, dont ses manœuvres concertées avaient vaincu les dernières hésitations, était inscrit le 12 mars sous le nom de Marius. Weishaupt avait été obligé de soulever son masque pour assurer la victoire. Svak avait sur son ordre révélé à Hertel qui était le fondateur de la société et lui avait fait lire tous les documents secrets. Marius prenait rang en conséquence parmi les aéropagites et se voyait par surcroît confier l'administration de la caisse et la tenue des comptes qui venaient d'être enlevés à Massenhausen. À partir d'avril, Weishaupt adressa de temps en temps ses lettres aux deux aéropagites à la fois. Pendant que Svak secondait si brillamment à Munich les efforts de Weishaupt, Tamerlan faisait deux nouvelles recrues à Eichstätt, de sorte qu'au milieu de mars 1778, l'ordre se composait de 19 membres, ainsi répartis: à Ingolstadt Spartacus avec Timon, Mikkel et Alcibiade, à Munich Caton, Marius, Scipion, Coriolan, Claudius Imperator, Sauer et Bayerhammer, à Eichstätt Tamerlan, Leutas, Odin, Osiris, Lucullus, Sésostris, Moïse, à Ravensberg Tibère, à Frauenberg Ajax. Donc, petite parenthèse, vous avez noté que le forestier, il n'a pas toujours réussi à connaître, soit à connaître le pseudo de certains, c'est pour ça qu'il cite Bayerhammer, soit parfois il cite le pseudo et pas forcément le nom. Fin de la parenthèse. Vers la fin de mars, Svak recrutait encore Rudorfer, auquel Weishaupt faisait donner le nom de Tite-Live. Enfin, on pouvait espérer faire d'autres recrues parmi les auditeurs du cours privé de finance qu'allait ouvrir Tropo Negro, et où Svak, dont les dévouements ne reculaient devant aucune corvée, devait sur le conseil de Weishaupt jouer le rôle d'étudiant bénévole pour faire nombre pendant les premières leçons. Satisfait des progrès de l'ordre à Munich, Weishaupt songeait à établir des colonies dans d'autres villes et jetait d'abord les yeux sur Ravensberg, où Merz n'avait pas encore d'enfants et encore moins de petits-enfants, c'est-à-dire n'avait pas fait de recrues amenant elle-même à l'ordre de nouveaux disciples. Et oui, c'est un peu une pyramide de Ponzi, le truc. Il lui fit d'abord écrire par Svak, puis lui adressa directement une longue lettre dans laquelle il lui présentait la situation de la société sous le jour le plus favorable et l'exhortait en termes pressants à collaborer à cette grande œuvre en faisant de la propagande en souabe et en payant, comme il s'y était offert, une cotisation personnelle. Vous serez étonné, disait-il, quand vous verrez dans 5 ans tout ce que nous aurons accompli. Caton est incomparable. Le plus difficile est fait, nous allons marcher à pas de géant. Décidez-vous à agir. Vous ne trouverez pas de meilleure occasion d'acquérir de la puissance. Vous avez toutes les facultés et tout le jugement nécessaire. Si des gens comme vous ne voulaient pas contribuer à fonder cette Élysée quand ils sont à même de le faire, ils seraient doublement coupables. Il s'est trouvé à Eichstätt tant d'hommes de bonne volonté, pourquoi votre patrie ne deviendrait-elle pas un nouvel Eichstätt? Pour le piquer d'émulation, il le priait de lui indiquer à Ravensberg un homme doué de jugement et sûr, qui put mettre la main à l'œuvre à sa place. Tibère se décida à agir lui-même, mais sans déployer beaucoup de zèle, car 3 mois s'écoulèrent avant qu'il fût arrivé à recruter Périclès, inscrit le 20 juillet, et encore faut-il noter que cette recrue lui avait été adressée par Weishaupt et si bien préparée qu'elle languissait après la venue de celui qui l'inviterait à entrer dans l'ordre. Alors, je vous propose d'en finir avec cette première partie de la lecture audio. Dites-moi si je dois continuer. Alors, le bouquin, du coup, est disponible dans le lien qui est dans la description. Et à très bientôt pour une lecture de l'autre ouvrage de Le Forestier, La franc-maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle et l'ordre des élus Cohen.